L'intervention russe a permis, une bonne fois pour toutes, de démasquer la mégalomanie d'Erdogan et tout son jeu immonde, lamentable dans cette région. Et notre invitée aujourd'hui est Héloïse Benamou. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Héloïse Benamou, vous êtes comptable et vous avez publié cet ouvrage « Kleptocratie française » aux éditions Le Jardin des Livres. Alors pour mettre vos lecteurs en haleine, vous écrivez sur la première de couverture « Comment les dépôts bancaires, cotisations sociales et avantages sociaux des Français sont massivement volés par les banques avec la complicité absolue des politiques ». Héloïse Benamou, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est cette kleptocratie française ? Oui, alors la kleptocratie française, c'est une organisation qui est contrôlée par les banques et le système financier. Donc j'explique les institutions financières et bancaires qui gouvernent effectivement la France et les politiques publiques et comment tout ceci a été mis en place progressivement à partir des années 70 et puis surtout après dans les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé justement dans ces années 70 et 90 ? On a commencé à court-circuiter le circuit direct du Trésor pour le financement des politiques publiques, le financement de l'État. Et à partir de ce moment-là, il s'est enclenché un processus où, de fait, les banques ont vraiment gagné en autorité et en pouvoir, les banques. Et puis ensuite, elles ont été privatisées. Et ensuite, on les a complètement libérés de tout contrôle public. Et petit à petit, au cours des années, on est arrivé à la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et donc ces banques-là gouvernent en échappant à toute forme de contrôle. Et elles mènent des opérations qui portent lourdement préjudice à la population et elles spolient les Français aujourd'hui. Alors vous avez appelé votre livre « Kleptocratie française », mais est-ce que c'est un problème vraiment franco-français, uniquement franco-français ? Le problème monétaire et financier est mondial. On le sait parce qu'avec les différentes crises qui ont eu lieu, que ce soit en 2008 ou en 2010, on a bien vu que quand il y avait on appelle une crise financière, les conséquences se font ressentir, même si le phénomène, l'épicentre du phénomène se trouve à Wall Street. Il y aura des conséquences en Chine, en France, en Grèce et en Afrique. Donc ça concerne effectivement le monde entier. Mais l'analyse que je fais dans le livre, en tout cas, c'est la situation dans laquelle se trouve la France à cause de ce processus-là, parce que moi, je suis comptable et je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Et en étant un peu au cœur des relations économiques pour les entreprises pour lesquelles je travaille, j'ai pu me rendre compte d'un certain nombre de choses que je développe dans le livre. Contrairement à beaucoup de journalistes, vous savez lire un bilan comptable. Oui. C'est mon métier, oui. Qu'est-ce qui vous a écrit à écrire ce livre, d'ailleurs, qui est votre premier livre ? Je pense que c'est venu d'un sentiment d'injustice que j'ai ressenti par rapport à la situation de mes clients qui, comme je le dis, se font vraiment voler, sans le savoir parfois. Et ça les plonge dans des situations très difficiles, de détresse aussi personnelle. Et j'ai commencé à m'interroger. Et puis quand j'ai vu qu'aucun des intervenants que j'avais pu rencontrer ne prendrait ses responsabilités, à ce moment-là, j'ai commencé à écrire. Alors, vous commencez votre ouvrage par cette déclaration « Le capitalisme financier gouverne la France ». Ça existe, ça, le régime bancaire ? Le régime bancaire. Alors, ce que j'explique dans le livre, d'une part, c'est que traditionnellement, on considère le capitalisme comme les moyens de production, etc. Alors que le capital, c'est ce qui oblige la société à faire des bénéfices. C'est pour ça aussi que je distingue le capitalisme financier du reste de l'économie. Parce que toute l'économie lui est assujettie. Donc, toutes les entreprises bancaires qui ont été privatisées et libérées de tout contrôle public constituent un pouvoir, oui. Un pouvoir, c'est le pouvoir de la monnaie qui s'exerce sur l'ensemble de la société, oui. Vous évoquez le terme de conglomérat dans votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion ? Conglomérat bancaire. Oui.
C'est l'organisation des banques et des entreprises financières aujourd'hui. Ce que ça implique, c'est que ce sont des groupements de sociétés qui comptent donc des centaines ou des milliers parfois de filiales en France ou dans le monde entier, qui ont toutes des liens de contrôle les unes sur les autres, qui ont des participations justement dans le capital des sociétés les unes des autres, qui ont des intérêts communs. Et c'est l'Europe qui les appelle conglomérats. Mais finalement, depuis toujours, les banques ont été organisées de cette manière-là. Quand on lit même Lénine début des années 1900, ce qu'il explique, c'est effectivement que toutes les banques se contrôlent les unes les autres et qu'elles exercent une emprise sur le monde sans pareil. Vous expliquez même dans votre ouvrage, Héloïse, que les banques occidentales mènent donnent des ordres aux banques africaines. Je ne dis pas qu'elles donnent des ordres aux banques africaines, mais ce que j'explique, c'est que donc, quand on est propriétaire des banques, on les contrôle. Et les banques occidentales détiennent des parts de capital dans les banques africaines, mais pas seulement africaines, aussi que ce soit en Russie, en Asie, en Amérique du Sud, et elles sont toutes liées les unes aux autres. Et que de ce fait-là, en détenant la propriété des banques locales dans ces régions-là, elles contrôlent de la même manière la politique monétaire et économique qu'il peut y avoir dans des continents étrangers. Oui. Mais qui détient ces banques ? Justement, vous écrivez que personne ne sait en réalité qui sont les propriétaires des banques. Ils sont multiples. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des petits porteurs qui sont seulement des investisseurs, qui investissent pour avoir un droit économique, un dividende sur leur investissement. Et puis, vous avez de grosses sociétés bancaires, financières ou d'autres qui sont aussi propriétaires et qui, là, exercent vraiment un contrôle sur le fonctionnement et la marche des banques. Donc, pour répondre à cette question-là, la propriété du système bancaire et financier, c'est un sujet qui est très complexe. Il y a aussi un secret de l'actionnariat qui fait qu'on ne peut pas avoir une liste de tous les actionnaires et savoir qui détient quoi exactement. Mais c'est quelque chose qui est participatif où tous les acteurs sont liés les uns aux autres. Voilà, c'est comme ça que ça s'organise. En tout cas, au niveau des banques et des entreprises financières. Il y a aussi ce qu'on appelle des chambres de compensation qui interviennent pour justement stocker les échanges entre les différents agents et qui contrôlent tous les flux qu'il peut y avoir sur le marché monétaire et financier. Alors, dans le cadre de votre activité comptable, vous êtes amené à travailler sur le RSI, le régime social des indépendants. Qu'est-ce que vous avez découvert en la matière ? Alors, le RSI, je dirais que j'ai été très étonnée au départ de découvrir que c'était une entreprise privée. Parce que je pensais assez naïvement que les organismes de la sécurité sociale étaient la propriété de l'État, puisqu'il s'agit d'activités d'intérêt général. Et lorsque je me suis rendu compte par hasard que le RSI était privé, ça m'a beaucoup étonnée et j'ai commencé à m'interroger parce qu'effectivement, le RSI demande aux assujettis de payer des montants exorbitants. Ils ont des pratiques qui sont très graves. Ils mettent en péril les sociétés et l'économie, des gens qui se suicident à cause du RSI aussi, parce qu'ils leur prennent la moitié de leurs revenus dans le meilleur des cas, parce que des fois maintenant ils se permettent de prendre directement sur les comptes bancaires, ou ils ont des pratiques très à eux. Et donc je me suis rendu compte que les bilans n'étaient même pas certifiés par les commissaires aux comptes qui étaient chargés de dire que la comptabilité est bonne, qu'elle est juste et qu'elle est vraie. Donc le cabinet KPMG et Mazars, et ce depuis la création du RSI. D'accord. C'est quoi l'implication de ce cabinet d'audit KPMG ? Leur rôle, c'est justement d'assurer aux tiers que les comptes sont justes, sont bons, qu'il n'y a pas de blanchiment, de fraude, de détournement de fonds, ce genre de choses. Et ensuite, je me suis rendu compte que le calcul des cotisations n'était pas légal, qu'ils avaient demandé à savoir si, parce que le RSI calcule les cotisations par rapport à des années antérieures, après ils font des régularisations, ce qui est très lourd à supporter dans la gestion des entreprises. Et il s'avère que la manière dont ils calculent leurs cotisations n'est pas conforme à la loi.
possible que ce soit pour ça que les comptes ne soient pas certifiés, mais ça peut être d'autres choses aussi. En tout cas, l'État en est informé, parce que c'est le conseil d'administration qui arrête les comptes. Et il y a la participation de ce qu'on appelle des commissaires au gouvernement, qui représentent là-bas le ministre de la Sécurité sociale et le ministre du Budget, et qui rendent des comptes ensuite, justement, à ces ministères. Donc ils sont évidemment au courant. C'est pour ça que j'explique qu'il y a une complicité de l'État à laisser ce système-là se poursuivre. Mais dans le fond, où est le problème, en fait le fait que le RSI soit géré par des acteurs privés, où est le problème, en fait? Si c'était par l'État, par le public, est-ce que ce serait différent? Déjà, il y aurait des contrôles. Il y aurait des contrôles, parce que, par exemple, dans le cas des salariés, il y a des contrôles qui sont faits par la Cour des comptes, oui. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Vous pensez que la Cour des comptes est plus sérieuse que KPMG? Avec certitude, oui. D'accord. Ça, c'est intéressant, déjà. Oui, bah oui. Ok. Les cabinets d'audit comme KPMG et Mazars sont également chargés de certifier pour les banques. Et KPMG, par exemple, certifié pour une banque comme la Société Générale quand il y a eu l'affaire de la fraude à 5 milliards. D'accord, ouais, de Jérôme Kerviel. Voilà, mais que personne n'était au courant d'eux. Ouais, voilà. D'accord. Donc oui, sur cette question-là, oui, il n'y a pas de doute. Ensuite, si le RSI doit rester privé, dans ce cas-là, il doit être ouvert à la concurrence, parce qu'il ne peut pas y avoir de monopole. Alors, le RSI voilà, est un monopole aujourd'hui. Et voilà, donc en fait, c'est une prise d'otage pour les indépendants, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ils sont obligés de cotiser au RSI, ou alors sinon on va leur envoyer des huissiers, et puis ça sera encore pire, parce qu'après ça va affecter leur situation personnelle. Vous expliquez aussi qu'il est hors de question pour les personnes qui sont affiliées au RSI de s'assurer socialement en dehors de cet organisme. Oui. Nous, en tout cas, on a des instructions de l'ordre des experts comptables qui s'intéressent aussi à ce sujet-là, et on sait que c'est très lourdement poursuivi d'inciter même les gens à quitter le RSI. D'accord. Vous avez aussi écrit dans votre ouvrage que le RSI faisait des placements financiers de plusieurs milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, donc je me suis rendu compte de ça en lisant les bilans. Parce qu'effectivement, la question qui se pose quand on voit qu'ils prennent la moitié des revenus, c'est de savoir, et qu'ils ne redistribuent rien aussi, parce que c'est ça la source du problème, c'est qu'ils ne prennent pas du tout en charge pour la maladie, et puis pour la vieillesse, maintenant on assiste à, c'est quelques centaines d'euros qui sont donnés gentiment, sans explication. Donc je me suis demandé où allait cet argent. Donc j'ai regardé les comptes du RSI, et puis je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup d'argent qui était placé sur les marchés financiers, et que les personnes qui en étaient chargées au sein du RSI étaient également membres du conseil d'administration dans des OPCVM qui sont justement chargés de placer. C'est quoi des OPCVM? Alors si vous voulez, c'est des sortes d'entités à part qui servent à faire de la gestion de fonds. Ok. Et qui sont également administrateurs là-bas, et pour des groupes financiers. D'accord. Donc quand quelqu'un travaille quand quelqu'un est inscrit au RSI et qui donne donc de l'argent à cet organisme, derrière cet organisme va placer de l'argent et donc s'enrichir grâce à l'argent de ceux qui y travaillent en fait. Il y a de ça. Après, ce qu'il y a aussi avec le RSI, c'est qu'en fait, c'est un masque, le RSI, et qu'il y a une grande partie de la gestion qui se fait dans des mutuelles. Et après, on ne sait plus vraiment ce qui se passe. D'accord. Alors vous avez également, on en parlait à l'instant, enquêté sur la Société Générale. Et donc cette banque aurait été renflouée par les contribuables après avoir commis des opérations frauduleuses. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de Jérôme Kerviel? Oui. Ce qui s'est passé, c'est que donc, comme je m'intéressais à savoir comment étaient organisés les placements, notamment pour les organismes de la sécurité sociale, je me suis souvenue de cette affaire qui avait eu lieu à l'époque en 2008, et je me disais que compte tenu des montants qui étaient engagés, ça devait venir de fonds institutionnels, qui font de la gestion pour des milliards et des milliards d'euros. Donc je me suis dit qu'il y avait certainement un lien, et que j'allais voir comment ça s'organisait, les rapports entre les banques et les organismes de la sécurité sociale, pour savoir effectivement comment c'était organisé, comment ils faisaient leurs placements. Et puis là, j'ai été très étonnée de voir qu'on ne pouvait pas savoir pour qui travaillait Jérôme Kerviel. On nous dit qu'il travaille pour la Société Générale, mais la manière dont est présentée l'affaire, à aucun moment on ne peut vraiment identifier qu'il travaille pour la Société Générale. Il n'y a aucun responsable légal, aucun membre du conseil d'administration. Il n'y a pas un contrat qui lie cette personne à la Société Générale?
C'est possible qu'il ait un contrat de travail avec la Société Générale. Ce qui se passe donc dans les conglomérats, les holdings comme ça, c'est qu'en fait, les salariés ont un contrat avec la maison mère ou une des sociétés et qu'ils font du prêt de main-d'œuvre. Donc ensuite, le personnel est détaché dans les filiales et il est très amovible. D'accord. C'est comme ça qu'ils travaillent en tout cas. Parce que dans les filiales, il y a très peu de salariés, mais l'essentiel est détaché d'autres comme la Société Générale et puis toutes les banques pratiquent ce mode de fonctionnement-là. Donc même les traders ne sont pas toujours informés. Ça arrive qu'ils le sachent, mais pas toujours. Et donc ce que vous expliquez, c'est que Jérôme Kerviel est le seul mis en cause au sein de la Société Générale, alors qu'en fait sa direction était au courant, aurait dû être au courant de ses agissements et qu'il n'y a eu aucun contrôle a priori de ses agissements. Oui, alors déjà, pour rappel, il faut savoir que l'affaire avait éclaté, ils s'en seraient rendus compte à la Société Générale le 18 janvier 2008, débouclé ses positions sur quelques jours et rendu ça public dans les médias le 24 janvier. Or, sur toute l'année 2007, il y avait eu des dépassements de fait par le salarié en question pour des montants qui vont jusqu'à 30 milliards d'euros et qui avaient fait gagner à la banque 1,4 milliard d'euros. Et personne n'était au courant, ni les commissaires aux comptes, ni la direction, ni la Banque de France, ni le gouvernement. Personne n'était au courant de ce qui se passait à la Société Générale. Et effectivement, donc à partir de juillet 2007, ils avaient mis en place des comités de groupe, des comités de crise, pour faire face à la crise des liquidités qui allait avoir lieu. Il y avait eu un précédent aussi en mois de septembre 2007 avec un salarié du Crédit Agricole qui avait aussi qui avait eu les mêmes actions que Jérôme Kerviel. Et puis finalement, il y avait eu quelques centaines de millions d'euros de pertes. Et puis au lieu de faire une procédure, là, il l'avait simplement replacé. Donc, je parle du Crédit Agricole aussi parce qu'à l'époque, la Société Générale travaillait avec le Crédit Agricole. La société par laquelle les ordres étaient passés appartenait, par Jérôme Kerviel, appartenait à la Société Générale et au Crédit Agricole. Donc, on voit bien qu'il y a un problème dans la façon dont l'affaire Kerviel a été traitée. Et on ne peut pas autoriser la direction à être exonérée de toute responsabilité. La Banque de France, après des inspections, a infligé une amende à la Société Générale de 4 millions d'euros. Ces 4 millions d'euros-là ont été versés au Trésor public, parce que c'est le Trésor qui recouvre ces amendes. Et ensuite, le Trésor a fait un don à la Société Générale de 2,2 milliards d'euros. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Mais comment vous expliquez, par exemple, que justement ces dirigeants de la Société Générale qui n'ont eu aucun ennui, en fait, en comparaison, on sait qu'en Islande, il y a eu plusieurs banquiers qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont eu un peu les mêmes... il y a eu des opérations frauduleuses. Donc en fait, comment ça se fait qu'en France, on ne puisse pas mettre les responsables sous les verrous, alors que dans d'autres pays, ça se fait? Mais il n'y a pas de volonté politique. D'accord. En Islande, il y a une volonté politique, en France, non? Ah oui. D'accord. C'est manifeste, en tout cas pour moi. Même là, on le voit toujours par rapport à l'affaire des 2,2 milliards d'euros. Ça traîne. Et puis... on nous parle qu'on est en faillite, mais on ne va pas chercher 2,2 milliards d'euros dans une société où maintenant la responsabilité est partagée. Alors vous évoquiez à l'instant la crise des subprimes. Pour vous, en fait, c'est pas du tout un accident, cette crise qui est arrivée en 2008, mais c'est une fraude. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette réflexion ? Oui, c'est très simple. C'est qu'en fait, ça a commencé aux États-Unis parce qu'on a commencé à accorder des prêts à des personnes qui n'étaient pas solvables. C'est-à-dire qu'on donnait des prêts à des personnes en sachant qu'elles ne pourraient pas rembourser leurs échéances. Donc déjà, ces personnes-là se sont retrouvées en difficulté, pour beaucoup ensuite à la rue. Et puis, le titre qui représentait le prêt a été commercialisé à des institutions, mais même à des États ou à des caisses de retraite, etc., qui ensuite se sont retrouvés avec des bilans complètement plombés. D'accord. Donc oui, c'est une fraude. C'est comme si vous alliez acheter un véhicule, le vendeur sait qu'il n'y a pas de frein sur le véhicule, mais il ne vous le dit pas. D'accord. Et ça peut être poursuivi par la loi. Donc ça, c'est pas forcément la faute de ceux qui empruntaient, c'est surtout la faute de ceux qui ont délivré l'emprunt, enfin des banquiers. Quoi. Parce qu'ils savaient que les titres étaient mauvais. D'accord. Ils savaient que les titres étaient mauvais, et à la Société Générale, c'était le cas. Parce que les enquêtes de l'AMF ont démontré qu'effectivement, les dirigeants étaient au courant que les titres étaient mauvais, qu'ils ont participé à la contagion de la crise au sein du groupe, et qu'ils en ont profité. Donc oui, ils savaient, donc à partir de ce moment-là, c'est une fraude.
Comment vous expliquez que les médias, en tout cas traditionnels, classiques, ne parlent pas de tous ces cas de fraude bancaire, de fraude dans le RSI Alors, je ne connais pas le métier de journaliste parce que je suis simplement une comptable. Ouais. Je ne sais pas comment ils trouvent leurs informations. J'ai été très, très étonnée de la manière dont l'affaire Kerviel avait été traitée dans les médias, parce que c'est très grossier, en fait. D'un point de vue juridique, ça tient pas du tout, ça tient pas du tout la route. Quand on parle avec des commissaires aux comptes ou des juristes, ils savent que c'est tout à fait impossible. C'est-à-dire que les propriétaires c'est là encore on revient au capitalisme financier, c'est que les propriétaires des sociétés, ce sont les actionnaires. Et ils ont tous les pouvoirs dans la société. Ils peuvent révoquer le conseil d'administration, ils peuvent les poursuivre, ils peuvent demander des expertises indépendantes. Sans Vous pensez que c'est pareil dans les médias, médias, justement, que les actionnaires des grands groupes médias peuvent c'est le mettre cas, une oui, pression c'est le sur cas, les oui. journalistes pour... Oui, c'est le cas. Les médias sont contrôlés effectivement par le système bancaire. Vous pensez que les médias, en fait, n'ont aucune indépendance et que, en tout cas, les médias classiques... Et ils peuvent avoir une indépendance sur certains sujets de société où ils peuvent donner leur avis, mais sur ce qui est de remettre en cause le fonctionnement, la présentation du système, non. Mais il y a eu d'autres cas qui l'ont révélé, parce qu'on a eu droit aussi en 2013 à la loi Moscovici, qui était la loi de séparation des activités bancaires. Ouais. Et c'était encore une fois quelque chose de tout à fait grotesque et pitoyable. Parce que les banquiers ont été auditionnés en commission sénatoriale, ils mentaient et devant des parlementaires, et c'est passé. On nous a dit oui, on va réguler le système avec cette loi de séparation bancaire. Déjà, toutes les activités sont déjà compartimentées. Leurs profits dans les sociétés annexes, ils ne vont pas les partager avec les petits porteurs de la Société Générale. Donc oui, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Vous évoquez aussi les liens, en tout cas que la responsabilité que peut jouer l'Union européenne dans ce système, en tout cas dans ce régime bancaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la responsabilité de l'Union européenne ? Tout le pouvoir politique, économique et social des États a été capturé par avec la mise en place du traité de Maastricht en 92 par les instances de l'Union européenne et notamment la Banque centrale européenne. Parce qu'à partir de ce moment-là, d'une part, on nous a pieds et poings liés avec l'euro, tous les pays de l'Union européenne, malgré des économies qui sont très divergentes. On a créé ce qu'on appelle le système européen de banque centrale, c'est-à-dire la banque centrale européenne qui chapeaute les banques centrales nationales de tous les pays et qui sont totalement indépendants des pouvoirs publics, que les gouvernements n'ont pas à rentrer en contact avec eux pour leur donner des instructions. D'accord. Donc là, c'est plus l'État qui délivre de la monnaie, c'est des banques en fait. C'est les banques privées qui créent l'argent à partir de rien du tout. Ce sont des lignes comptables dans des systèmes d'information qui permettent de créer l'argent aujourd'hui. Et pour aller un petit peu plus loin, parce que c'est quand même assez intéressant, c'est de savoir aussi qu'au-delà de ce qu'on appelle donc le SEBC, le système européen de banque centrale, il y a donc des chambres de compensation qui interviennent sur différents marchés pour compenser, et qu'aujourd'hui, il y a seulement à peu près 10% de la monnaie, c'est-à-dire des billets et des pièces, en circulation dans l'économie. Tout le reste se fait par des chambres de compensation qui sont contrôlées également par les banques. Et que tous les flux s'opèrent par une seule société, mais ça c'est pour le monde entier, et qui s'appelle SWIFT. Cette société se trouve en Belgique, et maintenant SWIFT sert à espionner les sociétés et les établissements bancaires et financiers au sein de l'Union européenne par les Américains. Parce que finalement, les Américains utilisent des instances donc, de l'Union européenne qui échappent au pouvoir public des pays pour faire un petit peu ce qu'ils veulent aussi, parce qu'il y avait eu un premier accord dit SWIFT qui avait été rejeté par le Parlement, parce que effectivement, les Américains espionnaient les sociétés de manière cachée via donc le réseau SWIFT. Et que, le réseau SWIFT, en fait, pour bien comprendre, c'est un réseau qui permet l'émission de monnaie, de billets et de pièces. Non. Pour ce qui est des monnaies et des pièces, elles sont émises par la Banque centrale, la Banque de France par exemple, avec l'autorisation de la Banque centrale européenne. Mais SWIFT sert dans le cadre de la compensation à faire les transferts. Si vous voulez, si vous faites un virement à une personne,
Donc vous allez devoir entrer ces coordonnées, le code SWIFT, le code unique, le D'accord. code SWIFT. Et c'est la société SWIFT qui traite les ordres, D'accord. qui permet... Et SWIFT est chapeauté par les États-Unis. Les États-Unis, donc ensuite, effectivement, il y a eu un accord dit SWIFT 2, parce que, donc, sous couvert d'être très soucieux de la lutte contre le terrorisme, il s'avérait qu'ils espionnaient les sociétés européennes. D'accord. Donc, ça s'est su. Ils ont essayé de faire passer un premier accord au Parlement européen, qui avait été rejeté, et finalement, après, il est passé. Donc, aujourd'hui, c'est tout à fait autorisé pour les États-Unis d'espionner le commerce, les banques, les sociétés financières en Europe. Est-ce que pour vous, ce régime bancaire, cette gouvernance par la banque en France a une faille? Est-ce qu'un jour, on peut espérer que ce régime bancaire puisse s'écrouler ou en tout cas puisse arrêter de Je pense qu'il faut pas espérer parler de dictature? Il faut pas espérer que le système bancaire et financier s'écroule, parce que ce sera évidemment une guerre civile. Mais il faut remédier à ce qui est en train de se passer actuellement. Au moins que les lois soient appliquées, que les responsables soient poursuivis, et puis petit à petit réfléchir à un système qui sera pour les politiques publiques, pour la redistribution des richesses entre les Français, et oui, empêcher toutes ces sortes d'abus, parce que là, on va aller de crise en crise jusqu'à un effondrement du système. Donc ça, vous parlez juste de courage politique, en fait. On attend juste un dirigeant qui fera appliquer la loi, quoi. Les tribunaux doivent le faire déjà. D'accord. C'est pour ça aussi que c'est important. J'espère qu'il y a différentes actions qui seront poursuivies, que ce soit pour la sécurité sociale ou dans d'autres choses. Et pour ce qui est des pouvoirs publics, pour le réformer, oui. Où est-ce qu'on peut trouver votre livre, Héloïse Benamou? Alors, à la maison d'édition Le Jardin des Livres. D'accord. Et puis à la FNAC ou sur Internet, à Amazon. Ou dans les librairies. Vous allez dédicacer, on m'avait dit que vous alliez dédicacer votre livre. Quand est-ce que c'est prévu? Alors, ce sera le 17 décembre à la librairie L'Œil Écoute au 77 boulevard du Montparnasse, à Paris. Très bien. Bah, écoutez, je rappelle le titre de votre ouvrage, Héloïse Benamou, Kleptocratie française, comment les dépôts bancaires, cotisations sociales et avantages sociaux des Français sont massivement volés par les banques et la complicité absolue des politiques. Héloïse, merci beaucoup. Merci à vous.